Pour ne pas oublier quelqu'un. Voilà, j'appuie sur diffusion en direct, ça va, on va commencer. Ok, ça va, merci Pierre. Eh ben voilà, nous sommes en direct, messieurs. Alors voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce live accueilli par Présence et Action culturelle. Euh, c'est une rencontre débat qui est intitulée Les sans-papiers en lutte. Avec nous ce soir pour en parler, Rabia Bent, qui est le fondateur de la plateforme citoyenne Migrants Libres, Chaher Hadji, qui est détaché politique pour Bruxelles Laïque et qui a mené l'action citoyenne sur les étangs du Bois de la Cambre, et Sidi Katoumoua, qui travaille au CEPAG et qui est en charge des questions notamment liées aux travailleurs sans papier. Donc, on organise cette rencontre débat. On a voulu la coller un peu avec l'actualité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une date symbolique va arriver, donc la date symbolique du 20 juin, qui est la journée mondiale des sans-papiers. Et donc, on voulait, à cette occasion, faire une rencontre pour en parler, notamment de la situation des sans-papiers durant ce confinement, qui a été assez difficile. Et avant de céder la parole à mes invités, je voulais juste contextualiser un peu la chose et faire une distinction entre trois termes qui sont souvent mélangés sous le même terme de sans-papiers. C'est-à-dire, il existe des demandeurs d'asile, donc ce sont des femmes et des hommes non européennes qui arrivent en Europe et effectuent une demande de régularisation. Ces personnes ont droit à une allocation à la fin de leur parcours. Il y a le cas des réfugiés reconnus également, donc c'est toujours des personnes étrangères non européennes qui ont une réponse positive à leur demande de régularisation et qui donc ont accès aux allocations sociales, au marché du travail. Et la dernière catégorie, des sans-papiers, qui sont des personnes dont la demande a été refusée ou qui n'en ont pas fait la demande, et donc qui n'ont pas de protection sociale, un accès difficile à un hébergement et au marché de l'emploi. Le seul droit qu'ils possèdent, les sans-papiers, c'est le droit à l'aide médicale d'urgence. Donc, voilà, je vais céder la parole à Rabia, qui va nous présenter la plateforme citoyenne dont il est à l'origine, Migrants Libres. Rabia, bonsoir. Bonsoir. Bon, ça va? Merci beaucoup. Ouais, ça va. En fait, je vais présenter un petit peu Migrants Libres. Migrants Libres, il est né en 2016. C'était juste un blog sur WordPress que j'ai créé pour écrire et faire des vidéos sur la situation de sans-papiers. La première idée, ça a été juste pour écrire sur ce que moi je fais quand je milite avec des amis et comme difficultés que je rencontre ici à Bruxelles. J'ai commencé avec ça, j'ai commencé avec quelques amis, j'ai filmé quelques amis aussi belges et français et j'ai posé la question sur la question des sans-papiers et sur les squats, comment nous on vit dans des squats, et aussi sur les centres fermés et sur l'enfermement des enfants. Et après, j'ai développé Migrants Libres, je l'ai mis sur Facebook et c'est là que tout a commencé. Les gens, ils commencent à rejoindre Migrants Libres sur les groupes Facebook et me demander des questions ou comment on fait pour militer, pour avoir les papiers. Il y a aussi des sans-papiers, des fois, qui viennent, qui me posent la question en pensant que moi, j'ai déjà mes papiers, je travaille dans un domaine et du coup, ils demandent plein de questions, je répondais à ça jusqu'à ce qu'on est arrivé à ce jour quand on est confiné chez nous et Migrants Libres a passé aussi sur Views, Views de RTBF, sur la question du corona et sur comment les sans-papiers ils vivent cette période. Voilà, ça c'est pour présenter Migrants Libres, quoi. Ok, je sais que vous avez récemment mené une interpellation, enfin un projet d'interpellation où vous proposez à des personnes face à la caméra d'écrire un message en faveur de la régularisation des sans-papiers dans ce contexte de coronavirus qui est très difficile à vivre pour eux. Est-ce que tu peux, toi qui es en contact particulier avec ces personnes, nous décrire un peu comment est-ce qu'elles ont vécu le confinement, quelles ont été les difficultés auxquelles ces personnes ont dû faire face pendant ce confinement
Et puis après, je te propose de nous toucher un peu un mot sur ce projet d'interpellation. Ouais. Bah, en fait, déjà, la situation d'être un sans-papier, sans confinement, déjà sans cette maladie, sans cette pandémie, c'est très difficile de vivre autant que sans-papier. Quand le coronavirus a commencé et on a entendu parler du confinement et on doit rester chez nous, là, il y a une charge qui s'est ajoutée, surtout sur les sans-papiers. Je sais que tout le monde a trouvé ça difficile, mais tous les sans-papiers, c'est dur de rester chez eux, ne pas sortir parce que déjà tu coupes un revenu parce qu'ils travaillent tous les jours dans des boulots assez durs et mal payés, mais c'est avec ça ils vivent. Si tu dis ne sors pas, ça veut dire qu'il n'a rien, il ne peut pas rester tout le temps. Et c'est ça que moi j'ai trouvé comme difficulté premièrement. Déjà, dès le premier jour, les gens, ils ont commencé à parler comment nous on va faire. On n'a aucun revenu, aucun aide. Personne ne parle de nous. Sur les médias, on parle toujours de tous les trucs, de tous les secteurs, mais si le sujet des migrants ou les sans-papiers, on n'en parle jamais. Le 31 mars, moi, j'ai fait cette vidéo sur mon blog Migrants Libres. La première, ça a été après que j'ai entendu parler que le Portugal il a déjà régularisé tous les sans-papiers sur leur territoire. Ça a été ma première motivation de dire, nous, on vit ici en Europe et entre parenthèses en Belgique, qui est le cœur de l'Europe, mais personne ne pense à nous. Et ils savent qu'on existe parce qu'il y a plein de gens qui militent dans le mouvement des sans-papiers depuis des années et des années. On négocie avec des politiciens, il y a des squats que les flics ils visitent, il y a des travailleurs sans-papiers tous les jours à côté de petits châteaux. On n'est pas invisible, mais pour reconnaître nos droits, ça, on est vraiment invisible. Du coup, le 31 mars, j'ai lancé cet appel de dire on est en train de souffrir, on n'a aucun revenu et on ne peut pas rester chez nous, on risque notre vie, nous aussi. J'ai reçu pas mal de messages des gens qui risquent l'expulsion de chez eux, le propriétaire des maisons, il envoie à eux des messages qu'il faut payer, eux, ils ne peuvent plus payer. Pas mal de gens, ils vont se retrouver dans la rue, pas mal de gens, ils ont perdu leur gagne-pain à part quelques initiatives citoyennes qui aident avec des colis alimentaires, les gens, ils s'en sortaient pas, quoi. Et du coup, j'ai lancé ce premier appel le 31 mars de dire il faut que le gouvernement belge pense à nous et qu'ils peuvent aussi régulariser les sans-papiers. Moi, je voulais dire avec la Belgique peut aussi régulariser les sans-papiers comme il a fait le Portugal. Bah, du coup, il faut qu'il régularise les sans-papiers maintenant parce que moi, je sais maintenant que dans la loi, quand il y a une circonstance exceptionnelle dans l'État, il faut faire une exception et régulariser les gens parce qu'on risque maintenant pas seulement la vie des sans-papiers, mais la vie aussi des citoyens belges parce qu'on peut contaminer tout le monde et il faut donner des droits. Sachant qu'un sans-papier, il n'a aucun droit sur le territoire belge à part l'AMU. L'AMU, c'est l'aide médicale d'urgence et pas tout le monde il le reçoit. Pas tout le monde il le reçoit. Si tu n'as pas vraiment une adresse fixe où tu peux prouver que tu vis là, ils te le donnent jamais. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça insensé. On est en train tous de souffrir et on peut être touché. On était touché aussi. Il y a des camarades sans papier qui étaient touchés par cette maladie. Peut-être il y en a qui ont perdu la vie, mais je ne suis pas au courant. Mais voilà, ça m'a révolté de faire un premier appel à dire, voilà, la Belgique, il faut qu'ils donnent les papiers à des gens qui souffrent sur leur territoire. Après quelques temps, j'ai reçu quelques messages des amis que je ne connais pas. Maintenant, c'est des amis, mais à l'époque, je ne les connaissais pas, qui m'ont dit, frère, écoute, on a vu ta vidéo. Est-ce que tu n'as pas envie qu'on fait quelque chose? Je dis, mais quelque chose comme quoi? Parce que là, on est dans une période difficile et on est dans le confinement et on ne peut rien faire. Ils m'ont dit, non, on peut faire une sortie le 20 avril. Je dis, cette date, déjà, elle était précisée par la coordination de son papier. Il voulait sortir cette date. Mais parce qu'il y avait le confinement et l'interdiction de rassemblement et tout ça, la coordination de son papier, des groupes de son papier qui militent ici en Belgique, ils l'ont annulé. Bah, du coup, nous, on l'a pris cette date et on dit, on va sortir coûte que coûte, qu'il y a interdiction ou pas, on va faire une sortie éclair et on va demander la régularisation et on dit qu'on souffre et on veut une régularisation urgente et permanente sans condition pour tous les sans-papiers.
Du coup, je demande juste que les gens, ils me donnent un peu de temps pour contacter tous les gens que je connais, pour bien l'organiser. Et ça m'a pris beaucoup de temps jusqu'à le 20 avril et on l'a fait. C'est ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Et heureusement, ça s'est bien passé malgré, il y avait à la fin quelques petits trucs avec les flics. Mais pour moi, le message, l'important que le message il est lancé et la campagne de régulariser tous les sans-papiers en Belgique, il était lancé après ça. Et voilà, ça a donné toute cette mobilisation qu'on a vue après de toutes les associations, les syndicats qui commencent à me contacter, commencent à faire des réunions. On a fait des réunions aussi sur Zoom. On parle jusqu'à maintenant et on sort. Et bientôt, maintenant, ce samedi, on va encore sortir pour demander la régularisation. Et j'espère que ça va venir vite parce que normalement, il faut qu'on respecte les lois. S'il y a une circonstance exceptionnelle comme le corona, la pandémie, il faut régulariser les gens, même sachant que maintenant, peut-être avec le déconfinement, ça va finir bientôt et on va déconfiner et tout ça. Mais au moins, il faut avoir une reconnaissance qu'on a vécu quelque chose de dur, on a subi quelque chose de dur. Il faut reconnaître aussi nos droits dans ce territoire belge. Ok, merci Rabia. Peut-être pour te compléter, parce que j'étais tombé sur un article qui parlait justement de ce que tu disais. En Belgique et dans d'autres pays, je pense qu'il existe 2 cas de régularisation, je vais dire de masse possible. Donc, c'est-à-dire la régularisation pour cause humanitaire ou la régularisation, comme tu l'as dit, pour cause médicale, ce qui est aujourd'hui le cas de cette crise du coronavirus. Merci beaucoup à toi, Rabia. Euh, alors, on accueille aussi, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, Shaher Hadji, qui est là en tant que citoyen, je dirais, mais en tant aussi que membre de Bruxelles Laïque. Shaher, tu as fait un coup d'éclat dans les médias récemment en te retrouvant sur un kayak dans les étangs du Bois de la Cambre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui t'a amené, toi, en tant que citoyen, à mener une action comme ça, à te dire je vais prendre mon kayak, je vais y aller et je vais militer à ma manière. Ce qui m'a poussé, c'est évidemment l'urgence sociale. Je suis depuis assez longtemps un soutien des personnes sans papier ici en Belgique. J'ai été travailleur social pendant 15 ans et donc dans le secteur sans-abri. Et dans le secteur sans-abri, il y a énormément de personnes qui sont sans papier et elles sont sans abri essentiellement c'est une conséquence directe. Le fait qu'elles soient sans abri est une conséquence directe des politiques migratoires qui sont mises en place ici en Belgique. On interdit à ces gens de signer des contrats de baux normal, on leur interdit de travailler. Et donc, évidemment, qu'elles se retrouvent forcément parfois à devoir solliciter l'aide des associations pour pouvoir dormir, pour pouvoir manger. Tout ça, c'est pas nouveau. Maintenant, le confinement a aggravé, exposant 10, les difficultés qu'ils vivaient. Et donc, comme le disait assez justement Rabia, on voit que le gouvernement sort des milliards pour sauver les marchés, qui sort des milliards pour sauver, non, peut-être pas des milliards, mais en tout cas des centaines de millions pour sauver SN Airlines. Et plein d'autres catégories. Ici, à Bruxelles, la région bruxelloise a sorti de l'argent pour aider l'ORECA. Donc voilà, on voit que tout le monde reçoit une aide de l'État pour traverser ce confinement et cette crise qui touche tout le monde, mais on n'aide pas les personnes en séjour irrégulier en Belgique. Et donc ça, c'est déjà en soi une discrimination, mais ce n'est qu'une discrimination qui se révèle être une discrimination permanente depuis des années à l'égard des personnes sans papier. Oui, merci cher. Avant de te laisser poursuivre, peut-être aussi rappeler aux personnes qui nous regardent de ne pas hésiter de réagir dans l'espace commentaire du live que vous êtes en train de regarder. Mes collègues se chargeront de nous envoyer des commentaires. On en a un de Jackie Dadzi qui dit, et excusez-moi si je prononce mal son prénom, que même des fois, il ne trouve pas 2,50 € pour aller au colis, que c'est une honte pour la Belgique. Voilà, Cher, je voulais te demander, on a vu que tu as été arrêté à la suite de cette action. Euh, Quels ont été les motifs évoqués pour t'arrêter? Parce que légalement, tu ne faisais rien de mal. Non, 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 légalement, je fais rien de mal, évidemment, mais bon, voilà, on est dans une période où
les policiers sont vraiment sur les dents, et je dirais même parfois qu'ils sont en roue libre. On a l'impression que tout est permis, qu'on peut se permettre d'arrêter n'importe qui, n'importe quand. Donc voilà, ce n'est un peu que c'est juste que ça met en évidence que la police aujourd'hui, elle a vraiment tout pouvoir sur les individus et les citoyens. Donc voilà, moi, je savais que cette histoire risquait de mal se terminer, entre guillemets, mais bon, voilà, c'était pas très très grave. Pour moi, le plus important, c'était de faire entendre la voix des sans-papiers, qui était totalement ignorée dans le débat public. Et ça, ben voilà, je me suis dit que ça justifiait le fait de sortir et de trouver un moyen d'action qui pouvait attirer l'attention sur cette question, et surtout toutes ces personnes qui vivaient dans des conditions terribles et qui allaient se retrouver du jour au lendemain à la rue. Et donc voilà, et sans doute que certains se sont retrouvés à la rue. C'est ça qu'il faut bien se rendre compte, quoi. Donc c'est vraiment allez, j'ai envie de dire presque anecdotique de me faire arrêter, puisque je savais très bien que la police, ils ont jamais été cool, hein, peu importe quelle manif, même quand les manifs sont parfois autorisés, on réussit quand même à nous empêcher de manifester, ou en tout cas à nous mettre des conditions tellement compliquées. Donc voilà, c'était pas je m'en fiche un petit peu de me faire arrêter, et je dirais même que je devrais nommer la police de Bruxelles comme responsable de ma com, parce que grâce à eux, à mon avis, j'ai bien buzzé, quoi. Donc, On t'a bien vu, ça c'est sûr. ah ben voilà, donc je sais pas, je vais peut-être demander à Van der Smissen s'il veut bien s'occuper de ma page Facebook et de ma com, parce que franchement, merci à la police d'avoir agi avec autant de bêtises. Ça a aussi permis qu'on parle de cette question des sans-papiers, et par la tangente, évidemment, aussi des violences policières, même si c'est pas Tout le à fait. débat aujourd'hui. Je pense quand même à Adil, à Mehdi, à la petite Maouda, enfin voilà, où les flics abusent un petit peu de l'utilisation de la violence, quoi. C'est ça. Mais, merci beaucoup, Cher. Tu nous parleras un peu plus tard dans le live d'un projet sur lequel, avec le PAC, on est partenaire également. Maintenant, je vais céder la parole à Sidi Katoumoua, qui est là avec sa casquette du CEPAG et qui comme je l'ai dit en début de live, toi, tu es notamment chargé des questions liées aux travailleurs sans papier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton travail auprès de ces personnes? Donc, tout à fait. En fait, je voulais peut-être revenir un petit peu en arrière parce Oui, que tu as vas-y, parlé n'hésite de pas. la date du 20 juin. Est-ce qu'on m'entend là? Oui, on t'entend tout à fait. Tout va bien. Tu parlais de la date du 20 juin. En fait, le 20 juin, c'est la Convention de Genève qui a un peu établi des règles pour défendre ou protéger les droits fondamentaux des personnes, et notamment dans ces droits fondamentaux, il y a la question de l'asile. Et on le voit bien, le problème qu'on peut rencontrer, et tout vient de là en fait, c'est des textes qui permettent à n'importe qui de partir de son pays. Donc, tout le monde peut quitter son pays, mais le problème, c'est que tout le monde ne peut pas aller dans un autre pays. Et donc, c'est comme si on permettait à un avion de décoller sans avoir le droit d'atterrir. On a créé des instruments juridiques soi-disant pour protéger, mais en réalité, la question, c'est qui est protégé par ces instruments-là. On peut louer la Convention de Genève, mais force est de constater que de plus en plus, pas seulement en Belgique, on va bien la rappeler, quand on regarde pas mal de pays, il y a comme une espèce d'usine, comme une espèce de grosse machine à fabriquer des sans-papiers. Et donc, je vais revenir
à la Belgique pour dire que, ben, oui, cette question des sans-papiers est une question fondamentale parce que c'est la partie visible de toutes les injustices qu'on peut rencontrer dans la société, et notamment dans les missions du CEPAG, il y a la lutte contre les discriminations. S'il y a bien des personnes qui sont discriminées, ce sont des sans-papiers. Et donc, c'est important peut-être d'essayer de voir le contexte global dans lequel nous nous situons et voir ce qui est possible de faire. Parce que quand on parle de sans-papiers, il y a le quotidien, ici et maintenant, il y a toute une montagne de situations à régler, des situations qui sont présentées comme étant individuelles. Mais quand on regarde la question du logement, la question de la santé, la question de l'emploi, eh ben, les personnes les plus mal logées, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, ce sont les sans-papiers. Et donc, au niveau du CEPAG, c'est une priorité de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui peut être fait, mais pas à la place de ces personnes-là, mais en étant en contact avec ces personnes-là et en permettant à ces personnes-là, à un moment donné, de prendre non seulement la parole, mais de proposer des décisions qui pourraient être poussées. On peut parler de la question de la régularisation, parce que sans régularisation de séjour, tout le reste, il faut oublier, mais il faut aussi, à un moment donné, se poser la question de en 99, il y a eu régularisation, en 2009, il y a eu régularisation, en 2020, nous voulons toujours une régularisation, mais plus fondamentalement, on continue à un moment donné à assister à une situation structurelle qui produit des sans-papiers, qui produit des injustices. Et donc, à un moment donné, la régularisation ne va plus suffire et qu'à un moment donné, il faut parler de justice permanente pour les personnes qui se retrouvent ici en Belgique. Et donc, voilà un peu la vision qu'on peut défendre au niveau du CEPAG concernant les sans-papiers. Bien entendu, il y a toutes les questions des motions qui sont proposées au niveau des conseils communaux. Il y a toute la question des pressions, en tout cas d'interpellation des partis politiques, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau purement local, qui sont menées en collaboration avec d'autres collectifs des sans-papiers et d'autres plateformes qui existent sur Bruxelles et sur la Wallonie, évidemment. On parlera de la situation globale de la Belgique après, parce que ici, nous parlons entre francophones, entre guillemets, mais la Belgique ne se limite pas à la partie francophone et ce sera important peut-être j'imagine qu'on va y arriver, de voir un peu de quel levier on dispose ou en tout cas comment est-ce qu'on peut parvenir à la régularisation des sans-papiers. Ok, merci Sidi. Donc on a quelques commentaires. Il y en a un pour toi, Rabia, de Samantha Lazare, qui demande samedi à quelle heure est le rassemblement. C'est à 14 h. Il y a l'événement sur Facebook. Donc, il y a un événement sur Facebook et c'est à 14 h. Voilà, comme ça, c'est répondu. Et on a une réaction de Barbara Mourin. Donc, 2009-2019, donc elle revient sur ce que tu viens de dire, c'est dit, 2 campagnes de régularisation qui n'ont pas structurellement réglé la question de la présence des sans-papiers en Europe et en Belgique. À quand une réelle libre circulation des personnes? Et elle la rajoute, et bravo à Rabia pour son engagement sans faille et à Cher pour sa créativité dans la lutte. Je vois que j'en ai d'autres. Je vous propose peut-être de réagir à celle-là ou vous voulez que je vous fasse réagir sur les suivantes aussi? Moi, je lis la suivante. Toujours Barbara Mourin qui dit régularisation indispensable. En 2015, l'Europe a vécu un point de bascule, plus de décès que de naissances, même si la régularisation est avant tout une nécessité humaine et de justice. Il y a aussi une réelle plus-value à la clé pour notre vieux continent. Toutes et tous, le 20 juin pour soutenir les sans-papiers dans leur lutte. Merci beaucoup, Barbara. Et je vais vous proposer, messieurs,
peut-être de réagir aux commentaires de Barbara. Shaher, peut-être? En tout cas, elle a tout à fait raison sur le fait de dire que on a quand même une population vieillissante et que si on continue comme ça, c'est certain que ça va pas aller pour le financement de la sécurité sociale. On a eu le baby boom d'après-guerre et ben maintenant aujourd'hui tous ces gens sont à la pension. Et ben il faut bien des gens qui travaillent pour rééquilibrer cette pyramide des âges. Et c'est clair que accepter des personnes sans papier, c'est aussi accepter des personnes qui sont jeunes, en pleine force de l'âge et qui viennent essentiellement pour travailler. Et donc autorisons-les à travailler tout simplement. Et tout le monde y sera gagnant. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher de laisser des gens dans des situations comme on les laisse aujourd'hui que plutôt que de les régulariser finalement et de les faire entrer dans notre système de soins de santé pour comme tout le monde, le marché du travail comme tout le monde et pas un marché parallèle du travail au black, mal payé, exploité par des patrons. Donc voilà, c'est tout ça qui est aujourd'hui en jeu quand on demande une régularisation pour toutes les personnes, quoi. Et je pense que, et ça c'est peut-être important aussi de le dire, il y a, il y a, euh, il y a une volonté clairement depuis déjà quelques années, notamment avec Frontex, de fermer toutes les frontières européennes. Et donc on complique de plus en plus l'arrivée des personnes ici en Europe. C'est une chose, très bien, ok, vous mettez beaucoup de milliards là-dedans, vous voulez créer une Europe forteresse, ok, d'accord, mais quand les gens ils sont ici, on peut pas se permettre de dire ah ouais mais non, on vous laisse crever. C'est une chose de leur dire vous restez chez vous et on ferme les frontières, et c'en est une autre que de les laisser crever ici sans droit, comme s'ils étaient pas des citoyens à part entière. Et donc c'est ça aussi qui est un vrai problème sur le plan des droits humains, c'est qu'on est en train de créer une sous-catégorie d'êtres humains à qui il est normal, légitime, légal, peut-être pas légitime, mais en tout cas légal, de, euh, de laisser sans aucun droit ces personnes. Et ça, c'est un vrai problème. Et en termes de cohésion sociale, de fracture dans la société, c'est terrible d'avoir 150 000 personnes qui sont totalement en dehors des règles établies par la communauté. Donc voilà. On les voit tous notamment, et ça, je voulais peut-être te faire réagir là-dessus, Sidi. Moi, je ne suis pas bruxellois, mais j'y travaille la semaine et je passe tous les jours devant le centre ouvert. Et un peu sur le côté du centre ouvert, tous les matins, je vois une foule de gens qui attendent, en fait, qui attendent des entreprises pour aller travailler toute la journée. Comment est-ce que vous, Sidi, ou c'est pas que toi qui travailles avec ces personnes-là, vous défendez leurs droits? Alors que légalement, je dis bien légalement, ces personnes n'en ont pas en Belgique. Comment est-ce que vous faites et peut-être à quelle situation vous faites face fréquemment? Et donc, moi, je voulais aussi réagir à la question Oui, vas-y. de la personne qui parlait des régularisations et qui a parlé de 2009 et 2019, et puis C'est ça. qui a parlé de pourquoi est-ce que euh, euh, il n'y a pas la libre circulation, etc. Mais je commence par la question que tu viens de poser, hein. Je Oui, pense oui, qu'il vas-y. faut… Pardon? Oui, vas-y, Oui. vas-y, Et donc, Sidi. je pense que c'est important peut-être de préciser une chose, c'est concernant toutes les questions liées au travail et pas mal d'autres, nous travaillons avec la FGTB. Et donc, dans ce cadre-là, il y a toute une série d'avancées. On peut notamment signaler le fait que les sans-papiers peuvent s'affilier syndicalement et les sans-papiers peuvent aussi être, s'il y a un souci d'ordre qui se pose dans le cadre de l'exercice d'un contrat, en étant affiliés, ils peuvent faire appel à leur syndicat pour faire valoir leurs droits. Mais maintenant, il faut savoir, on ne le dira jamais assez, que la loi en Belgique protège tous les travailleurs, y compris les travailleurs qui n'ont pas de papier, hein. Il faut le savoir parce que quand il y a un travail qui est presté, le salaire est dû. Maintenant, comment est-ce que l'Office des étrangers notamment procède? C'est quand il y a contrôle,
privation de liberté, centres fermés et parfois expulsion. Alors que pour tout le travail presté, l'employeur doit verser un salaire normal aux travailleurs, y compris si le travailleur n'avait pas de papier. Et donc, là, il y a un véritable souci. Et l'idée, c'est à un moment donné de pouvoir avoir un suivi systématique par rapport à tous les problèmes qui peuvent être rencontrés. Mais pour ça, il faut connaître ces problèmes-là parce que bien souvent, les personnes ont peur de déclarer les problèmes qui se posent et préfèrent trouver un arrangement à l'amiable, par exemple, pour toucher 10% du salaire réellement dû. Et donc, voilà, mais c'est compliqué parce que ça nécessite une mobilisation plus large. Elle se fait, mais elle doit prendre de l'ampleur parce qu'il y a besoin d'avoir une convergence avec tout ce qui peut se passer aussi ailleurs, parce que je crois que au CEPAG, le travail qui doit être mené ne doit pas se limiter au seul CEPAG ou aux collaborations et partenariats du CEPAG. Ça doit concerner toute la société, y compris des collectifs des sans-papiers qui existent un peu ça et là. Ok, merci. Donc, oui, Chaher, parce que je t'ai vu en premier, puis Rabia. Ouais, je voulais juste, quand même, pour qu'on soit clair sur cette question, oui, les personnes sans papier, elles ont envie de travailler et beaucoup déjà travaillent. Alors certes dans des conditions pourries et d'exploitation terrible, mais une régularisation ne peut pas se faire uniquement sur cette base-là. Et il n'y a pas que les travailleurs qui peuvent, c'est pas parce qu'on travaille que ça peut à lui seul justifier le fait qu'on te donne ou pas des papiers. La régularisation est une question de justice pour les personnes, pour qu'elles aient les mêmes droits que n'importe quel autre citoyen ici. Et qu'elles travaillent ou qu'elles travaillent pas, elles doivent avoir les mêmes droits, elles doivent pouvoir vivre dignement comme tout le monde, comme prévu par notre constitution, par la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc voilà, c'est très bien de donner des papiers aux travailleurs, mais bon, je vais pas me mettre à la place des personnes sans papier, mais déjà Rabia le disait, ça peut pas être que pour les travailleurs, c'est une régularisation de toutes les personnes qui sont ici sans papier. Et on voit par exemple qu'il y a ce que j'appellerais une régularisation de droite qui existe, c'est-à-dire en Italie, où on a un gouvernement de droite qui dit on ne régularise que les travailleurs et que les travailleurs dont le patron est d'accord de déclarer son salarié comme un vrai salarié. Ça veut dire que la régularisation dépend du patron. Est-ce qu'il a bien envie de payer des cotisations et des taxes sur son travailleur et le payer un tout petit peu plus cher, ou alors il préfère continuer à l'exploiter pour 5 € de l'heure. Et donc évidemment, dans ces conditions-là, les patrons, ils vont peut-être un peu réchigner à proposer un vrai contrat à ces personnes. Et donc on va avoir que très très peu de gens qui seront régularisés. Et j'ai bien peur, avec le gouvernement de droite qu'on a actuellement, qu'on se dirige vers ce type de solution. Et c'est d'ailleurs ce qui a été proposé notamment par Paul Magnette dans sa note pour la formation du gouvernement. Donc voilà, et pourtant Paul Magnette n'est pas à droite. Enfin, je sais pas. En fait. C'est dire de l'état de la politique aujourd'hui. Rabia, tu avais envie de réagir aussi? Ouais, en fait, ce que vient de dire Chaher, c'est ce que je voulais dire en fait. J'ai peur qu'on se penche vers une régularisation comme on l'a fait en 2009 sur base de patron et travail et tout ça. Moi, je dis qu'on a vécu un truc exceptionnel qui est lié à une pandémie, que c'est une circonstance exceptionnelle. Et sur cette circonstance exceptionnelle, on doit tous être régularisés sans exception et sans condition. Et pour moi, j'ai aimé ce que c'est dit. Il a dit justice permanente. J'aimerais bien avoir une régularisation, que tout le monde reçoit ses papiers, mais pour toujours, définitivement, qu'on n'en parle plus. Après, on peut négocier avec le gouvernement, avec les politiciens sur des critères clairs et permanents, que la coordination des sans-papiers, il a déjà fait un cahier de critères, il a fait une étude l'an dernier, qu'il y a des critères qui sont sortis à travers cette étude. On a parlé avec des sans-papiers dans des squats, dans la Belgique entière, dans toutes les squats possibles. Donc, tu t'es déplacé à travers toute la Belgique?
pour aller rencontrer des sans-papiers? Dans les endroits où on connaît des militants sans-papiers qui habitent dans des endroits précis, on a envoyé le formulaire, qu'ils ont rempli le formulaire. En fait, ce travail, il n'était pas fait juste par des sans-papiers, mais après, il était aussi soutenu par des gens qui connaissent un petit peu la justice et la loi et tout ça. Parce que nous, on est juste des gens simples, normaux, qu'on a quitté notre pays parce qu'on ne l'a pas quitté par gaieté de cœur, mais parce qu'on était obligé de les quitter. Et comme Seydi il a dit, chaque personne, chaque individu, il a le droit de quitter son pays et de s'installer là où il se sent en sécurité. Cette loi, on la connaît par cœur dans la coordination. Mais malheureusement, on l'a pas vu, on l'a pas vécu. On a quitté nos pays, on s'installe ici en Belgique parce qu'on aime bien, on parle bien la langue, on se mélange bien avec les Belges, on a fréquenté pas mal de choses et on aimerait bien rester, mais non, on n'a pas le droit. Il faut que tu as peur quand tu montes dans le bus, que tu fais gaffe quand tu marches, s'il y a un flic ou pas, que beaucoup de choses. On vit toujours dans le stress. Et c'est ce que je voulais répondre aussi à cette madame qui a posé la question sur 2009. Nous, on ne veut pas une régularisation comme ça. Et moi, je la rejette s'il y a que des conditions comme ça. On ne va pas accepter. On veut une régularisation maintenant urgente de donner les papiers à des gens qui ont vécu une circonstance exceptionnelle. Et c'est inscrit dans la loi. S'il y a une circonstance exceptionnelle, il faut donner les papiers. Point. Moi, je veux que la Belgique respecte ces lois qui posent. C'est tout. Maintenant, il y a la pandémie. C'est un truc mondial qui a touché tout le monde, pas seulement un pays ou deux, mais la terre entière. Et il faut qu'on comprenne que maintenant, la terre entière, elle est devenue comme un petit village. Du coup, ce qui se passe là-bas, il va se passer ici et on doit régulariser les gens, on doit donner les droits à ces gens-là parce qu'on ne veut plus galérer. Je veux parler aussi sur le point que vous avez cité tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est une hypocrisie d'État de voir les sans-papiers tous les jours à côté de petits châteaux et ne pas les arrêter. Si on est vraiment ici et on chasse les sans-papiers, les premiers arrêtés, ils doivent être ces gens-là. Pourquoi? Moi, je ne veux pas qu'ils soient arrêtés, mais la logique dit que les flics, ils passent là-bas tous les jours et ils les voient. Et pourquoi on ne les arrête pas? Selon mon point de vue, c'est toujours lié à l'économie et c'est toujours lié à l'argent. On sait que c'est des travailleurs moins chers. Point. Et l'État, ils savent. Et ils savent qu'il y a une main-d'œuvre importante dans le territoire, qui travaillent dans plein de secteurs, qu'ils ont besoin de travailleurs dans ces secteurs-là. Du coup, on les laisse comme ça. Moi, je trouve que arrestation, sorte fermée, expulsion, c'est... Mais parce qu'il y a 200 000 ou plus travailleurs sur le territoire quand on l'exploite tous les jours. Et je peux donner les preuves, même des simples preuves dans les marchés. Dans les marchés, il y a tout le temps des vendeurs, des trucs. C'est des sans-papiers qui travaillent. Si tu viens à 5 heures du matin, par exemple, à n'importe quel marché, n'importe lequel, à 5 heures du matin, les gens qui vident les camions, c'est des sans-papiers. Au Marolles, les gens qui vident les petits bus et les petits camions, c'est des sans-papiers. C'est les choses que j'ai vécues ici en Belgique. C'est les choses. Je vois que l'économie, il marche avec des main-d'œuvre, qu'à n'importe quel endroit, tu trouves des sans-papiers. Je vais finir sur un truc un peu drôle. On faisait une manifestation, on marchait à côté de Arlois, je crois, et il y avait un bâtiment, il y avait un rue comme ça, il y avait un bâtiment qui était en construction. Et nous, on était, oh là là, oh lélé, régularisation et tout ça, sans papier. Je ne sais pas, ils ont entendu le mot sans papier. Il y avait 4 ou 5 travailleurs dans ce bâtiment qui sont sortis avec leurs vêtements, avec leurs uniformes. Ils disent, ouais, nous, on est avec vous, on est aussi des sans-papiers, tu vois. Ils étaient là, ils étaient en train de travailler à Arlois. Mais c'est ça que moi, je trouve, c'est une hypocrisie qu'on ne donne pas les papiers à ces gens-là. Il faut arrêter. Et il ne faut pas régulariser sur des conditions et tout. Moi, je dis, il faut maintenant avec les politiciens, avec les associations, qu'on soit conscient qu'il y a une circonstance exceptionnelle écrite dans la Constitution, dans les lois. Il faut juste se concentrer sur ce point et dire, voilà, régulariser déjà tout le monde sur ce point que vous avez écrit, et parce qu'il y a une pandémie, et vous avez dit, s'il y a une pandémie, une maladie extra, je ne sais pas quoi, il faut donner en urgence les papiers à tout le monde, et après, on négocie comment on doit régulariser les nouveaux arrivants, les gens qui vont venir à l'avenir pour qu'il n'y ait plus cette situation, parce que vraiment, pour moi, ça ne sert à rien de laisser les gens sans papier dans son territoire. Merci beaucoup, Rabia. On a eu quelques réactions entre-temps. Excusez-moi.
J'en profite pour rappeler aux personnes qui nous regardent de ne pas hésiter à réagir dans l'espace commentaire. Tous les commentaires me parviennent et je les fais parvenir aux intervenants. Encore Barbara qui a réagi, et ça, il y a quand même une bonne dizaine de minutes, je dirais, en disant que les sans-papiers travaillent en Belgique, donc c'est tout ce qu'on vient de dire, ils permettent de contribuer au financement. Permettons-leur de se protéger, de contribuer au financement de la sécurité sociale. Parmi ces 150 000 personnes, il y a aussi des enfants qui sont scolarisés et dont l'avenir est incertain, en dépit du droit supérieur des enfants. Et elle finit en disant que la régularisation est avant tout une question d'égalité de droit. On a un autre. Oui, Sidi, peut-être je lis l'autre commentaire et après je te propose de réagir. On a un commentaire d'Emily Delianchin qui nous dit ça rappelle l'époque de l'esclavage aux États-Unis. Avant, c'était au bon vouloir du maître d'affranchir l'esclave. Aujourd'hui, c'est au bon vouloir du patron. C'est indigne d'une société démocratique moderne. Messieurs, Sidi, je te laisse réagir en premier, toi qui as envie de réagir. Oui, mais je reviens par rapport aux deux premières questions posées par Barbara. Je pense que c'est important peut-être de sortir de la logique utilitariste des migrations, c'est-à-dire, ben voilà, c'est une main-d'œuvre qui peut servir l'économie, c'est des personnes qui peuvent alimenter la sécurité sociale, etc. Sur le fond, on est bien sûr d'accord par rapport au fait que la sécurité sociale, ben, c'est l'outil des travailleurs, redistribution des richesses, etc. Et c'est important de pouvoir y contribuer. Mais plus fondamentalement, la question qui se pose, c'est la présence, la seule présence des personnes sans papier ici est créatrice de droits. C'est-à-dire, la personne sans papier qui se retrouve ici, intrinsèquement, il possède des droits. On ne peut pas l'empêcher à un moment donné de ne pas bénéficier de certains droits. Or, ce qui est constaté, c'est qu'on lui donne, on lui reconnaît le minimum des droits possibles. Et ici, la crise, la pandémie, nous montre qu'on a tout faux en tant que pays de ne pas faire de la place à ces personnes-là, de ne pas les prendre en compte. Parce que on peut constater que la pandémie, il y a tout intérêt, mais de façon purement égoïste, à protéger aussi les sans-papiers. Parce que si les sans-papiers ne sont pas protégés, eh ben, le danger, c'est pour tout le monde. Et donc, rien que ça devrait ouvrir les yeux. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'on prévoit de distribuer des masques à toute la population, sauf aux sans-papiers? À toute la population, sauf aux sans-papiers. Il y a des collectifs, ça et là, qui se mobilisent pour notamment aller contre cette logique-là avec les moyens du bord. On saluera l'initiative à Liège, notamment avec les masques solidaires, mais ce n'est pas seulement la seule, il en existe aussi ailleurs. Mais c'est important de mettre l'État et les responsables politiques face à leurs responsabilités. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, comme disait Rabia, eh bien, la situation est exceptionnelle. Prenons, profitons-en pour, à un moment donné, poser et reposer les bonnes questions. On a accepté peut-être trop d'injustice, ou on a essayé de négocier l'injustice pour que l'injustice soit moins injuste, mais pour finir, on reste toujours dans l'injustice. Et l'idée, on a parlé de 2009 et de 1999, ben, la régularisation obtenue était en deçà de ce qui était demandé. Et c'est là la question, moi je lance, je mets ça sur la table, c'est à un moment donné, aujourd'hui, on ne peut pas accepter une régularisation au rabais parce que ça va nous ramener les mêmes problèmes qu'on a connus. Et à un moment donné, quand on négocie une injustice pour qu'elle puisse être moins injuste, eh ben, on aura toujours de l'injustice. Et donc, la vraie question, elle se pose à ce niveau-là. Ok, merci Sidi. Shaher ou Rabia, vous avez peut-être envie de réagir à ce qui vient d'être dit, Shaher? Moi, je voulais juste, pour corroborer ce qui vient d'être dit, que c'est sur la question de la santé publique. On a quand même Emmanuel André, qui est virologue, qu'on a vu très longtemps à la télé, qui nous annonçait tous les jours les nouvelles concernant le coronavirus, qui lui-même a pris
position dans un tweet où il disait effectivement qu'on ne pouvait pas, que c'était un problème de laisser autant de gens en dehors du système de soins classique pour une question de santé publique, tout simplement. Et, et je voudrais rajouter par rapport à cette question de la santé de manière générale et qui touche aussi la santé publique, c'est que on dit souvent que le seul droit auquel peut prétendre une personne sans papier, c'est l'aide médicale urgente. Et effectivement, c'est un droit auquel ils peuvent prétendre. Mais ce droit est tellement compliqué d'accès aujourd'hui, on met tellement de bâtons dans les roues aux personnes sans papier. Et je peux vous le dire en tant que travailleur social, j'ai vu par exemple la validité de la carte médicale diminuer. Donc quand j'ai commencé à travailler dans le social, on avait des cartes médicales qui étaient valables 1 an ou 6 mois minimum. Aujourd'hui, on voit des CPAS qui mettent des cartes médicales pour 1 mois. Pour 1 mois. Et donc, évidemment que ça ne facilite pas. La majorité des sans-papiers n'ont même pas recours à cette carte médicale, tellement c'est compliqué de l'obtenir. Et donc, c'est bien beau de dire on a un droit, mais si on fait tout à côté pour qu'il ne soit pas effectif, qu'on met des bâtons dans les roues d'un point de vue administratif aux gens, eh bien, évidemment qu'on a un droit qui ne sert à rien puisqu'il n'est pas effectif. Donc, voilà. Merci cher pour ta réaction. Rabia? Oui, moi je voulais réagir juste sur un point qui m'a attiré l'attention. Sur la régularisation, les gens ils parlent sur l'économie et peut-être on va ramener et tout. Mais de toute façon, quand on vit ici, déjà on participe à l'économie. Coûte que coûte, tu manges, tu loues. Il y a des sans-papiers qui louent, qui travaillent. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont partout et on mange, on est vivant depuis des dizaines d'années. Du coup, on cotise déjà à l'économie belge. C'est pas ça mon point. Mon point, déjà, que peut-être si il pense juste un petit peu humain, s'il pense humain. Nous, est-ce que nous, maintenant, on est des citoyens? Pour moi, j'ai vraiment cherché sur cette question et j'ai trouvé des réponses un petit peu anciennes que sur le mot citoyenneté ou citoyen. Ça vient du city, la city où moi je vais vivre. C'est une cité. Du coup, si je vis dans une cité et je m'installe pour quelques temps et je dis voilà, je décide de rester dans cette cité, je deviens citoyen. Mais pour moi, je suis citoyen, mais pour le système, je ne le suis pas, je n'existe pas. Bah, du coup, même le mot, ça me pose maintenant un problème. Pour moi, je me considère citoyen du monde. J'ai passé pas mal de pays. Je m'ai installé, je n'ai pas trouvé de problème. Je entre en contact avec les gens. Je connais les endroits où comment je peux m'en sortir. Et voilà. Mais le simple truc qui reste, c'est la reconnaissance de l'État pour me donner tous mes droits. Tous mes droits, moi, d'ici, je lance un message. Tous mes droits, imaginez que beaucoup de sans-papiers, ils disent, ils veulent juste un papier où il y a leur nom, leur prénom et le droit d'aller circuler tout simplement. Ils veulent aucun bénéfice. Et moi, je dis, de là, on veut vraiment juste avoir la liberté de se déplacer. Le travail, on travaillera. Et si vous voulez, parce que des fois, tu as les gens qui disent, vous êtes là pour profiter du système et déjà vous profitez. Moi, je lance un message, on profite 0 € du système. C'est nous qu'on donne au système. Nous, on aide ce système en plus. Bah, même la question des masques, j'ai vu dans des squads de sans-papiers, on était en train de faire les masques avec des machines. La VSP est pas loin de là où j'habite. Ils font des masques à eux-mêmes, tu vois, c'est eux qui construisent les masques. Et c'est du coup pour dire que nous, on profite. La sortie du 20 avril, on a reçu un commentaire un peu raciste qui disent ah, de où ils ont sorti tous ces masques. Il y avait des amis qui ont répondu mais madame, on a tous construit nos masques. Et ils pensaient que nous, on avait de l'aide, on était privilégiés. Pourquoi les Belges, ils n'ont pas reçu? Et nous, les sans-papiers qu'on a fait cette action, on avait des masques. Les masques qu'on avait, c'était des masques artisanaux. Et voilà, même la haine, elle est arrivée à un truc pour moi inimaginable de dire ces gens, ils sont en train de profiter de nos masques, quoi. Et c'est ça que moi je trouve que pour sortir de cette haine et de ce racisme, il faut que l'État déjà régularise les gens pour qu'ils entrent dans la société et se mélangent. Il n'y a pas cette question, est-ce qu'ils vont travailler ou pas? Ils travaillent déjà. C'est ça la base le migrant économique, il a quitté son pays pour ne pas dormir, il a quitté son pays pour trouver une vie digne. Et ils sont des gens qui aiment le travail.
Même moi, je ne veux pas dire que je veux une régularisation à base de travail, mais c'est un truc normal. Quand on travaille, nos enfants ils vont aller à l'école. D'office, ils sont à l'école, mais même s'ils n'ont pas les mêmes droits que tous les étudiants, c'est ça que je voulais dire. D'office, les gens, ils vont déjà entrer dans la société si tu leur donnes cette petite carte et tu vas voir que ça va développer le pays. Et si on ne donne pas les papiers, je crois que ça va augmenter déjà la haine contre nous. Et ça va augmenter aussi la colère de ces migrants parce que dernièrement, on n'arrête pas de sortir. Vous avez remarqué que chaque fois, il y a une sortie, chaque fois, il y a une sortie. Et je crois que ça bouille maintenant au niveau des sans-papiers. Et on va arriver à un point que peut-être l'État il va dire « Ah, on n'a pas pensé à déjà résoudre le problème avant, on n'aura pas arrivé à ce point-là. » Du coup, moi, je dis même à l'État de penser bien que maintenant, les gens, ils sont vraiment, ils ont ras-le-bol. Ils n'ont plus rien à perdre, même leur logement où ils logeaient, leur travail où ils travaillaient, ils l'ont perdu. Il faut penser à résoudre ce problème-là. Vraiment, c'est urgent. Merci. Merci Rabia. Avant de vous faire réagir sur les commentaires et les questions qu'on a eues pendant qu'on discutait, je voulais peut-être vous renvoyer une question. Donc, on le sait tous, on est dans un système ultra néolibéral où l'argent et la circulation des biens et pas des personnes est la priorité. Est-ce que justement, pour faire passer cette régularisation à un niveau plus politique et la faire accepter au niveau économique, là où ça coince un peu aussi, je pense, est-ce qu'il ne faudrait pas montrer à ces personnes les bénéfices que la régularisation des sans-papiers pourrait apporter à l'ensemble des personnes? Est-ce que vous pensez que ce ne serait pas un des leviers qu'on devrait utiliser? Donc, je me pose peut-être cette question un peu naïvement. Je vous propose d'y réagir après. Je vais juste vous lire les quelques commentaires qu'on a eus. Donc, Tata Jackie Koami qui nous dit que nous sommes là pour travailler, mais à cause du fait qu'on n'a pas de papier, les employeurs ne veulent pas nous embaucher. Question de mon collègue Pierre qui dit est-ce que, donc les invités, est-ce que vous faites le lien entre le mouvement lié à la mort de George Floyd aux États-Unis et avec l'avancement possible de la cause des sans-papiers? Tata Jackie Koami qui te remercie, Sylvie, pour ton soutien. Et on en a une dernière. Donc, toujours Tata Jackie qui dit c'est une circonstance exceptionnelle, c'est le Covid-19, donc il faut une régularisation immédiate. On en a marre d'être exploité. Et Tariq Jaoui, et après je vous propose d'y réagir et je relirai les commentaires s'il faut, qui nous dit je pense que c'est une proposition de solution. Hein. Donc, à chaque produit acheté, on paye 6% à 6% de 21% de la taxe. Donc, c'est 6% qui irait, si je comprends bien le raisonnement de monsieur, dans une caisse qui servira à financer, le travail des sans-papiers en Belgique, si je comprends bien l'intervention de monsieur. Alors, peut-être vous proposez de réagir sur la question de Pierre. Est-ce que vous faites le lien entre le mouvement lié à la mort de George Floyd aux États-Unis et l'avancement possible de la cause des sans-papiers en Belgique? Et je dirais même plutôt dans le monde, si je peux élargir la question, Pierre. Moi, je peux réagir sur ça. Oui, vas-y, En fait, on rejette toutes sortes de violences policières parce que déjà, nous, dans la coordination de sans-papiers, pas mal de sans-papiers, ils ont subi et on subissent encore la violence policière. Et du coup, tout le temps, on est sorti chaque année, je crois qu'on manifestait tous les ans, j'ai oublié la date, ça a été en mai, toujours en mai, contre la violence policière. On manifeste et on va côte à côte à côté des gens qui sont contre ça. On est toujours côte à côte et il y avait toujours une prise de parole de la part de la coordination de sans-papiers sur ce sujet-là. Est-ce qu'on fait le lien ou pas? Moi, je crois que ce qui s'est passé dimanche, quand tous les gens ils se sont manifestés ici à Bruxelles, ça a été une belle chose quand il y avait le rassemblement, il y avait des prises de parole et tout ça. On a tous nos soutiens à les gens qui subissent les violences ou qui ont perdu un être cher par ces violences faites par les flics.
Mais pour moi, c'est ma vision personnelle. La violence, il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Il faut peut-être surmonter ce qui se passe avec des négociations. Pour moi, c'est une question de loi. Il faut que la justice rétablisse ce problème. Il faut que les flics qui font des erreurs reçoivent aussi des punitions. Il faut que le peuple voit que les flics, ils ne sont pas supérieurs que eux. Si un flic il fait une erreur, il ne doit pas sortir facilement. J'ai vu des vidéos beaucoup sur les réseaux sociaux, à part George Floyd ou pas, il y avait aussi des meurtres d'un gamin aussi noir aux États-Unis, que le flic il est sorti acquitté, que ça va, il a fait son boulot, sachant qu'il a tiré 6 balles sur un gamin de 16 ans. Mais je ne pense pas qu'il fait son boulot de tirer 6 balles. Ça, c'est une haine qu'il a fait. C'est pas ton boulot déjà. Et un gamin qui était juste en train de marcher avec sa copine, tu l'interpelles parce que tu as pensé qu'il a volé un truc. J'ai oublié qu'est-ce qu'ils ont approché à lui. Et voilà, c'est ça, moi, ce que je dis, qu'il faut que les flics, ils doivent plus s'échapper à la justice. S'il y a une justice, il faut que maintenant, les gens qui travaillent dans les lois, moi, je ne sais pas comment le mécanisme va marcher, mais pour moi, il faut que les flics, ils se sentent plus en sécurité parce qu'il faut qu'ils fassent leur travail, on est d'accord, mais pas avec une façon radicale. Moi, c'est mon point de vue. Après, est-ce qu'on lit ça avec notre mouvement? Bien sûr, quand on dénonce la violence policière tous les ans avec les camarades. Ça, j'ai essayé de retrouver la date sur Internet, donc j'ai peur de dire une bêtise, donc je ne le dirai pas si j'arrive à trouver Je pendant pense le que c'est live. le 13 mai, si je ne m'abuse. Le Pas 13 mai, 13 mai, je crois. j'essaierai de vérifier. Cher, tu voulais prendre la parole. Vas-y. Je voulais juste dire que je pense que la majorité des gens ne voient pas le lien qu'il peut y avoir entre George Floyd et la cause des sans-papiers. Il y a d'un côté, on voit les violences policières, et puis alors d'un autre côté, on voit une problématique des sans-papiers. Et je pense que les gens ne font pas forcément le lien entre les deux, et de montrer qu'en fait, tout ça relève d'une même logique et d'un racisme institutionnel qui est validé par des lois scélérates. Et donc voilà, on se permet de pas donner des droits aux sans-papiers. Eh ben ça, pour moi, ça relève de la même logique que de dire qu'on se permet pour un policier de taper sur un noir ou un arabe beaucoup plus tranquillement que sur n'importe qui d'autre. Et donc voilà, ça relève un peu de toutes ces institutions qui sont profondément racistes et qui vont de plus en plus vers toujours plus de xénophobie, notamment dirigés par c'est nos politiques hein, qui font ça aussi, quoi. Je veux quand même rappeler un chiffre. Dans les années 80, au début des années 80, c'était 81 pour être précis, je m'en souviens bien, c'est mon année de naissance, 80% des demandeurs d'asile recevaient un statut et étaient reconnus comme réfugiés. Aujourd'hui, on arrive à 20%. Donc, on a totalement inversé les proportions. Et aujourd'hui, c'est une minorité de gens qui obtiennent des papiers. Et encore, il y a plein de gens qui ne demandent même pas des papiers parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas l'avoir. Je pense notamment aux Marocains, aux Algériens, aux Tunisiens. Eux, ils savent très bien qu'il ne faut même pas aller faire la file à l'Office des étrangers. Donc, ces chiffres diminuent. On sait très bien qu'on a aujourd'hui presque que des gens qui, normalement, devraient à 100% avoir des papiers qui font la demande. Ceux qui viennent du Maroc, ils savent très bien qu'ils ne doivent même pas faire la demande. Et donc, excuse-moi, pourquoi ces personnes qui viennent du Maghreb, hein, principalement, si j'ai bien compris, savent directement qu'elles n'ont pas besoin de faire cette demande ou que ça ne sert à rien? Ben parce qu'on va leur dire que le Maroc est un pays démocratique, l'Algérie aussi, qu'il n'y a aucun problème là-bas, il n'y a pas de guerre, les homosexuels sont bien traités, enfin voilà. Voilà ce qu'on est en train de dire aux gens. Et c'est dans la même démarche que ce que Maggie de Bloch avait fait quand elle a établi la liste des pays sûrs, où elle a quand même réussi à mettre l'Afghanistan dans la liste des pays sûrs. C'est une bonne blague, j'avais presque envie d'aller en vacances, quoi. C'est vraiment… Donc voilà, c'est comme ça que petit à petit, on institutionnalise des discriminations à l'égard de certaines personnes. Parce que bon, dans la Convention de Genève, cette liste n'existe pas et tous les êtres humains
peuvent demander asile s'ils estiment être persécutés dans leur pays. C'est pas, eh ben, c'est plus le cas. Et donc, on fait des entorses à la Convention de Genève de plus en plus et on réduit la possibilité pour les personnes de se porter candidat réfugié. Moi, j'ai envie de dire juste une réponse à ce qu'il vient de dire Cher sur le truc. Ça m'a fait rigoler en fait. Sur le truc qu'ils disent, si on risque rien, on doit rentrer chez nous. Ben moi, si je rentre chez moi, je vais aller chez tous les Français, chez tous les Belges, chez tous les Suisses qui habitent au Maroc, de leur dire, vous risquez rien dans votre pays, rentrez chez vous. Parce qu'ils sont tous là-bas, ils font des projets, ils ont leur société. Nous, les sociétés qui contrôlent l'eau et l'électricité, c'est français. Société de transport urbain, c'est espagnol. Et plein de sociétés qui contrôlent le pays, chez moi, c'est des Européens. Bah, du coup, moi, si je rentre chez moi, première chose que je vais faire, je vais sortir à parler avec tous mes amis français, mes amis belges et suisses, dire bah, rentrez chez vous parce que j'accepte plus que vous restez là parce que votre pays est censure. C'est insensé. Les gens, s'ils quittent leur pays, ils se sentent bien en sécurité, ils font une vie dans un pays qu'ils aiment bien, que ce soit européen qui vit chez moi ou moi, je suis marocain, que je vis ici, c'est quoi la différence? Moi, j'ai rigolé avec une amie française que maintenant, elle a changé sa vie, il vit en Algérie. Je dis, il fallait me prévenir, peut-être on échange nos papiers, je te donne mes papiers et tu me donnes les tiennes, et comme ça, on fait un échange, je peux t'envoyer même chez moi, tu vis dans ma chambre et moi, je vis dans ta chambre. Parce que chacun a une envie de quitter quelque part et faire une vie différente. On ne doit pas dire aux gens, restez chez vous, restez. Oui, Rabia, tu as coupé ton micro à la fin, donc on n'a pas entendu ce que tu as dit. Ben, j'ai dit parce qu'il oblige les gens à rester chez eux, mais par contre, ils ont des projets de faire circuler la marchandise. Par exemple, le TTIP, voilà, la marchandise, elle peut circuler n'importe où, mais les êtres humains, non, ils doivent rester chez eux. C'est ce que j'ai dit un peu avant. Effectivement, on est dans une société néolibérale où, OK pour la circulation de biens parce que ça fait du bien à l'économie, mais les personnes, on n'en veut pas. Et comme Chair l'a démontré, on est de plus en plus on est dans un pays où le moins, c'est le mieux. Si je dois résumer ça de manière très brève, le moins de personnes qui rentrent, c'est le mieux pour nous, mais on veut quand même qu'il y en ait qui rentrent parce que c'est des salaires des salaires moins gros à payer, c'est de la main-d'œuvre qualifiée, mais qu'on doit payer beaucoup moins cher du coup. Donc on est vraiment face à un système qui est un peu hypocrite, je pense. Donc on a d'autres réactions, peut-être. Sylvie, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Mais peut-être c'est important de rebondir parce que quand j'ai écouté Rabia, la question qui se pose ici avec la présence des sans-papiers notamment interroge les fondements de l'État démocratique, de l'État de droit ici. Et je crois qu'il est peut-être temps que cet État de droit puisse rimer avec peuple de droit, c'est-à-dire les personnes ont des droits intrinsèquement liés à leur présence. Le fait que quelqu'un soit là, il faut lui reconnaître des droits, peu importe l'endroit où cette personne se trouve. Et donc ça, c'est des questions qui méritent d'être posées et aussi revenir à la journée du 20 juin, droits fondamentaux définis, notamment le droit d'asile, on ne peut pas être persécuté pour toute une série de raisons, sauf, et cette question-là n'est pas abordée explicitement et clairement, une personne qui est exploitée économiquement, qui risque sa vie en Inde, au Mali, ou je ne sais pas trop dans quel pays, parce que exploitée économiquement, et bien, cette personne-là ne peut pas quitter son pays pour venir réclamer la possibilité d'être protégée parce que exploitée économiquement dans son pays, par exemple. Et la Convention de Genève, est-ce qu'il n'est pas temps, à un moment donné, et ça c'est un avis personnel, de réinterroger les bases et les fondements et de se dire, tiens, ce qui a été prévu il y a plus d'un demi-siècle, il est peut-être temps maintenant de revoir ça parce que ça ne correspond plus à la réalité. Mais maintenant, j'ajouterai une chose, la législation, la loi, même quand elle protège, elle est
utilisé ou employé dans une perspective où on veut limiter les droits des personnes. On peut prendre un exemple, la question du droit de vivre en famille, qui est un droit fondamental. Est-ce que on peut se rendre compte qu'en Belgique, à l'heure actuelle, une personne sans papier qui a un projet d'avoir, par exemple, un enfant, eh ben, cette personne-là est soupçonnée, si le conjoint ou la conjointe a un titre de séjour, eh ben, on dénie presque à cette personne-là le droit d'avoir un enfant parce que il se pose la question de oui, mais vous voulez faire un enfant pour avoir des papiers. Est-ce qu'on se rend compte dans quoi on est tombé? On est en plein dans un déni des droits qui sont reconnus et qui ne sont pas à discuter. Pourtant, on est en plein là-dedans. Je terminerai en rappelant que les droits qu'on peut reconnaître aux sans-papiers font partie d'un ensemble des droits. C'est-à-dire, si on prive les sans-papiers de ces droits-là, eh ben, la prochaine étape, c'est de priver les autres catégories de la population. Je prends un seul exemple ici pour rappeler les visites domiciliaires. Le projet qu'il y avait avec les visites domiciliaires, c'était dans un premier temps cibler les sans-papiers. Il y a un droit fondamental de la population, l'inviolabilité du domicile. Ben, pour les sans-papiers, on a dit, ben voilà, on cible les sans-papiers, on peut aller rechercher un sans-papier sans mandat, mais la prochaine étape, c'était d'élargir peut-être à un chômeur, peut-être à quelqu'un qui est soupçonné de représenter, de ne pas être un citoyen comme il faut, etc. Et donc, ce n'était pas seulement les sans-papiers qui étaient visés par les visites domiciliaires, mais c'est toute la population. Mais ça a commencé avec les sans-papiers. Et continuer à accepter que les sans-papiers ne puissent pas avoir des droits, c'est préparer et encourager le fait que d'autres citoyens puissent être privés de leurs droits. Et donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Sidi. Peut-être vous faire réagir sur les quelques réactions qu'on a eues. Tariq Chaoui qui dit mon constat est que les partis politiques de gauche sont d'accord pour une régularisation. Par contre, les partis politiques de droite sont contre cette régularisation. Et quelqu'un d'autre qui nous dit donc Tariq Chaoui toujours en espérant qu'il y aura beaucoup de monde samedi à 14h à la place du Luxembourg. Et donc c'est l'heure et la date du rassemblement samedi dans le cadre de la journée mondiale pour la défense des droits des sans-papiers. Peut-être réagir sur ce constat proposé par Tariq Chaoui. Je pense que ce n'est pas si simple que ça au niveau des partis politiques. Peut-être, Chaher, vas-y. C'est ça que j'allais dire. Effectivement, bon, il y a pas mal de communes qui, pour l'instant, se sont prononcées en faveur de la régularisation des personnes sans papier. C'est une bonne chose. Et effectivement, c'est souvent des communes plutôt à gauche, PS, écolo, qui proposent ça. Maintenant, ça reste quand même quelque chose d'assez symbolique que demander ça à partir d'une commune. Évidemment, c'est pas dans leurs compétences, donc ils peuvent juste le demander. Aujourd'hui, le vrai examen de conscience des partis se fera le jour où ils vont aller négocier l'accord de gouvernement. Et l'accord de gouvernement, on verra si oui ou non les partis de gauche, écolo et PS en tête, puisque c'est eux qui sont quand même majoritaires à gauche sur l'échiquier politique, vont clairement mettre ce point à l'ordre du jour et comme étant quelque chose de non négociable sur le principe. Il faut régulariser les gens qui sont chez nous. Et donc, on verra si oui ou non, il ne s'agit pas juste d'effets d'annonce et de grandes déclarations sans lendemain. Et on verra si vraiment ils ont à cœur de
de faire respecter l'état de droit et de garantir à ces personnes de vivre comme des citoyens à part entière. Et ça, par contre, j'en suis pas persuadé à 100% encore aujourd'hui. Voilà. Et ça me fait un peu peur. Donc, c'est bien beau je pense qu'il faut faire attention de ne pas se laisser, en tout cas, de ne pas tomber dans le piège d'une posture politique qui laisserait sous-entendre qu'on est d'accord, mais qu'en fait, quand il s'agit de vraiment négocier entre quatre murs et sérieusement à huis clos, que la question des sans-papiers soit totalement oubliée et balayée d'un revers de la main au profit d'autres négociations, quoi. Ok, merci, cher. Peut-être avant de vous proposer de réagir aussi, Rabia, juste Tariq qui a répondu que ces élus communaux sont des relais au niveau, que même si c'est symbolique, ces élus communaux sont des relais au niveau fédéral et les partis devront le respect aux engagements communaux. Ouais, Voilà. Vas-y, Rabia. ouais, si tu veux. Moi, je veux réagir sur ça aussi, ce qu'il vient de dire Chaher. Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'il ne faut pas glisser dans les discours, entre parenthèses, dans les manifs des partis de gauche, des fois, qui sont présents aussi dans les manifs des sans-papiers. Je suis pas contre, mais il faut signifier un petit peu des discours. Parce que pour moi, un discours dans une manif où on est tous excités et tu vois quelqu'un qui prend le micro, je suis tout à fait avec vous, d'accord, il faut la régularisation pour tout le monde, mais dans ton programme, tu n'as rien écrit. Quand tu prends la parole au Parlement, tu dis rien et tu viens faire ta pub dans des manifs de sans-papiers. Moi, je trouve ça un petit peu dégueulasse. J'ai des amis dans des partis de gauche que des fois, je les sollicite, à part que je dois dire un mot de vrai, je dois dire un truc de la vérité, quoi, c'est écolo, qu'il y a Simon Montquin qui a dernièrement fait une vidéo où j'ai vu qu'il a posé une question et à la fin de la question, il y avait cette question de régulariser tous les sans-papiers parce qu'ils sont en train de souffrir. Bah, du coup, pour moi, c'est quelqu'un déjà le dit dans un parlement, ça veut dire qu'il soutient à 100% les sans-papiers. Dans le passé, il y avait aussi Zoé Écolo qui a aussi posé la question, Zoé Genot, qui a déjà posé la question au Parlement sur la question de régulariser tous les sans-papiers et sur les difficultés que les femmes sans-papiers ils reçoivent comme violence quand ils travaillent et tout ça. Bah, du coup, toutes les parties, je ne suis pas tout à fait d'accord que toutes les parties de gauche ils vont nous soutenir. Il y a un mélange. Il y a un mélange parfois des gens qui glissent dans des discours qui sont juste des discours entre nous et ce n'est pas médiatisé. Parce que dans le passé, on avait demandé à un politicien, et il était filmé, de dire est-ce qu'il était pour la régularisation. Il a refusé totalement de répondre et il faisait partie de PS. En fait, pour moi, ils ont leur agenda, ils ont leur programme, ils ne vont jamais le déclarer à 100% ou l'inscrire dans leur programme politique, mais pour dire qu'ils vont le négocier même dans le... Ça, pour moi, je me méfierais de ça. Mais bon, il faut juste savoir qu'il faut militer avec des gens qu'on pense qu'ils nous soutiennent à 100%, soit que ça soit entre nous, aux médiatiques ou sur leur programme, que ça soit un truc vrai sur la table, quand on sera en négociation de régularisation, qu'ils disent il faut une régularisation aujourd'hui parce qu'il y a une épidémie, et après on reparlera des critères, ce que vous voulez. Mais pour le moment, pour moi, ce qui est nécessaire, ce qu'il faut entrer dans la tête de tous les militants et de tous les sans-papiers, qu'on est dans une circonstance exceptionnelle et il ne faut pas aller crier travailleurs, non, syndical, je ne sais pas quoi. Il faut oublier tout ça. Tous les discours, il faut les oublier maintenant. On doit juste se concentrer sur cette circonstance exceptionnelle. Je ne suis pas contre qu'après, on doit aller avec les syndicats et crier avec eux les droits des travailleurs ou les droits des femmes, je ne sais pas, violentées ou contre le racisme et tout ça. Tout ça, ça viendra après. Mais maintenant, la priorité, c'est qu'on est dans une exception et on doit le souligner, même si maintenant on vit le déconfinement et le pays il est en train de s'ouvrir petit à petit. Mais on était oublié pendant la période. Il ne faut pas le passer comme ça, comme si rien n'était. Ça fait plus que 3 mois. Nous, on galère, on souffre. Et il fallait activer ça. Et il fallait régulariser les gens. Et il fallait être honnête et dire oui,
il faut leur donner les papiers. Maintenant, ça fait des dizaines et dizaines d'années, comme je ne sais pas, peut-être Sidi, c'est lui qui a parlé des gens qui ont des enfants ici et tout. Mais les gens, ils ont une vie ici. Ils vont aller se marier, ils font des bébés et tu dis non, ton bébé, c'est juste pour avoir les papiers. Mais c'est quelle logique si les gens ils sont ensemble, ils font déjà des bébés et c'est leur vie privée, tu leur donnes les papiers, point. Pourquoi tu doutes qu'il le fasse pour les papiers? C'est son enfant, quoi. C'est ça, c'est un petit peu insensé. Mais voilà, pour sortir de cette question politique, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Nous, on va arracher les papiers avec ce que je viens de dire, quoi. Ok, merci beaucoup, Rabia. Tu avais fini pour cette intervention? Ouais. Sidi, je vois que tu as envie de réagir et après, je vous ferai réagir aux quelques réactions qu'on a eues et je vous proposerai, comme il est bientôt 20h30, je vais vous poser une dernière question et je vous proposerai de finir sur cette question-là. Ça ira Ok. pour vous? Oui, donc rapidement peut-être, moi je pense qu'on parle beaucoup des droits, on parle beaucoup des régularisations, mais il y a une question qui n'est pas suffisamment abordée à mon avis, c'est la question de comment on construit un rapport de force, parce que moi je pense que l'idée c'est quand même de faire bouger les lignes, l'idée c'est de parvenir à un résultat. On peut s'inspirer de ce qui s'est passé en 99, on peut s'inspirer de ce qui s'est passé en 2009, où il y a eu des lignes qui ont bougé. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qui a fait bouger les lignes? Et on peut déjà commencer à dire que le fait d'avoir un front large, au-delà des partis politiques, au-delà des forces qu'on peut identifier au niveau de la société civile, etc., qui a fait qu'à un moment donné, les lignes ont bougé. Et cette force-là, ce front large, était non seulement forte du côté francophone, mais elle concernait aussi la Flandre. Elle a concerné la Flandre. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que ce soit en 99 ou que ce soit en 2009, le basculement s'est opéré quand la partie flamande a été aussi touchée par cette question-là. La mobilisation en 99 ou en 2009 avait commencé du côté francophone, mais le vrai basculement, ça s'est produit quand, au niveau de la Flandre, il y a eu aussi des forces qui ont suivi. Et donc, moi, je pense que dès maintenant, tout ce qui est en train de se faire avec les motions, tout ce qui est en train de se faire sur le terrain, nécessite d'être organisé pour que ça puisse converger. C'est un peu comme quand on utilise un levier, parfois on peut faire bouger des choses qui sont juste énormes et il s'agit là maintenant d'identifier, tiens, qu'est-ce qu'on peut mobiliser, où est-ce qu'on peut appuyer, où concentrer nos forces, etc., etc. Et donc, c'est vraiment important qu'on puisse avoir ça en tête parce que sinon, on peut en rester sur des étiquettes politiques, sur des partis politiques qui peuvent dire une chose et ne pas pouvoir assumer. Le rapport de force, c'est à un moment donné aussi pouvoir, dans les 580 communes, c'est 580 communes qu'il y a en Belgique, eh ben, avoir au moins la moitié des communes qui sont sensibles à cette question-là, qui ont cette question des sans-papiers dans leur agenda politique. Ça serait déjà bien. Et donc, voilà des choses bien concrètes qui peuvent faire bouger les lignes. Merci beaucoup, Sidi. Alors, je vais vous proposer de réagir aux peut-être dernières réactions et questions qu'on a eues. Barbara qui revient en nous disant à nous, électeurs, électrices, de leur rappeler leurs engagements, toujours sur la question des communes et des motions qui ont été déposées. Émilie de Liamchine qui dit « Espérons que, comme dans le cas du TTIP, cet engagement symbolique à l'échelon local fasse poids au niveau supérieur. » Et oui, et j'avais zappé, j'étais passé à côté d'une question d'une madame. C'est peut-être plus pour toi, Sidi. Est-ce que tu es au courant? Est-ce qu'il y aura un rassemblement samedi à Liège à l'occasion de la journée mondiale? Est-ce que Tout à tu fait. peux juste nous en toucher rapidement un petit mot pour heure et date du rassemblement, enfin, heure à laquelle le rassemblement se fait, où il se fera? Et donc, c'est à confirmer, mais pour l'instant, d'après les informations reçues, c'est 14 h, place Saint-Étienne. Rassemblement. Il faut savoir qu'il n'y a pas l'autorisation de la police. Il y a une organisation qui se met en place
pour qu'à un moment donné, la mobilisation puisse avoir lieu en respectant les règles de distanciation, etc., etc. Mais il y a une détermination à un moment donné à sortir de l'invisibilité et à faire quelque chose de concret. Donc oui, je confirme à Liège, mais pas seulement à Liège. Il y a pas mal d'autres régions, notamment Verviers, notamment Charleroi, où il va se passer quelque chose. Et je pense que sur les pages Facebook, tout est renseigné. Ok, j'ai une autre réaction de Barbara qui nous rappelle que la régularisation de 1999 a fait suite au meurtre de Semira. Et elle se pose la question, est-ce qu'il faut vraiment en arriver là pour faire entendre les droits des sans-papiers, la pandémie? Faut croire que ça suffit plus. Faut croire que ça suffit plus aujourd'hui, puisqu'on a quand même eu la petite Maouda de 2 ans et demi qui a été tuée d'une balle dans la tête par un policier. Le ministre n'a même pas démissionné. Il était même pas gêné. Il était même pas gêné. Il s'est dit non, tranquille, je reste à ma place. Donc voilà, je veux dire, il y a quand même eu des évolutions où on voit bien quand même avec certains indicateurs qu'on a de plus en plus une politique qui est totalement décomplexée dans son racisme et où on peut se permettre de tuer un migrant parce que c'est un migrant. Et donc on a vraiment déshumanisé au plus profond ces gens à tel point que un policier peut sortir son arme et tirer. Et on l'a vu avec Maouda, c'était vraiment le plus fort. Mais tous les jours, il y a des migrants qui se font taper dessus par la police. Au parc Maximilien, Philippe Claus met un dispositif anti-SDF pour que les gens ne puissent pas dormir un tout petit peu à l'abri. Enfin, voilà, il a envoyé la police pour dégager tous les migrants de force parce qu'il y avait le Tour de France qui allait passer. Enfin, je veux dire, et ça, c'est pas Théo Franken, hein, c'est un mec du PS qui fait ça. Donc, pareil pour la commune de Saint-Gilles, on nous dit oui, commune hospitalière. Plein de communes ont dit on est des communes hospitalières. Bruxelles, la première. Saint-Gilles, pareil. Saint-Gilles, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Charles Piquet? Il va déloger, il envoie sa police pour déloger une vingtaine de personnes qui dorment dans un tunnel pour être un tout petit peu à l'abri du vent et de la pluie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il condamne ce tunnel pour que plus personne ne puisse s'y installer, premièrement, et que surtout plus personne ne puisse l'utiliser. Et donc, on voit qu'il y a une droitisation des esprits, y compris dans des partis politiques à gauche qui sont censés défendre des valeurs de fraternité, d'égalité, d'humanisme. Et là, on le voit, il y a une convergence aujourd'hui, une convergence politique sur la déshumanisation des personnes sans papier. Voilà. Okay. Si je peux poursuivre sur le commentaire de Barbara, qui n'était pas fini, elle dit que les politiques se regardent. Ils comprendront peut-être que certains de ces sans-papiers sont déterminés et aiment vraiment la Belgique. Et elle finit par dire, et à juste titre, des régressions plus que des évolutions. Alors, je vous ai… Oui, tu veux réagir, Rabia? Je poserai ma question pour finir. Ok. Vas-y, Rabia. Tu voulais réagir? Ah, ok, d'accord. C'est ce que je voulais dire aussi, il ne faut pas oublier un point très important, c'est les médias. Pour moi, les médias, ils jouent un très grand rôle de invisibiliser ce qui se passe avec les sans-papiers. Comme vient de dire Shaher, on a tué une petite fille qui était en train dans les mains de ses parents, qu'ils étaient dans une voiture, ça a été une course-poursuite, et on tire sur cette voiture, on tue une petite fille qui voyage, et on ne parle pas beaucoup, tu vois, il n'y avait pas un très grand boom médiatique de faire même des programmes ou je ne sais pas quoi, on parle toujours d'un petit paragraphe ou 30 secondes et on finit. Nous, on a fait des manifestations très grandes. Et quand j'étais interviewé par les médias, j'étais vraiment, je parlais. Et quand le soir, on regarde quand on a pris juste une phrase de tout ce que j'ai dit. Alors, le média, il joue un très grand rôle sur manipuler peut-être la conscience des gens, comment on peut dire que voilà, nous, peut-être moi, j'étais honnête et dire tout ce que je pense, et après, peut-être ça sort que
j'étais méchant peut-être dans l'image. Ils peuvent te diaboliser, ils peuvent diaboliser les sans-papiers, tu vois. Avec les mots, ils utilisent des fois les mots que je suis illégal et du coup, on va écouter Rabia illégal. Mais illégal, dans la tête des gens, c'est quelqu'un de mal. Mais moi, je suis juste un migrant, un simple être humain qui a quitté son pays pour changer sa vie, c'est point. Parce qu'ils utilisent des fois des termes qui font peur illégaux, je sais pas quoi. Tu vois, des fois, il faut Légal, voir. criminel, ce sont des Voilà, termes qui étaient souvent voilà, c'est utilisés dans ça. les Et médias il faut quand juste on voir revenait sur le la côté parole. médiatique, je crois, il est très important et les gens, ils doivent ouvrir les yeux, comme c'est dit, il a dit tout à l'heure, ils doivent voir la réalité. On n'est pas ici pour faire quelque chose de pas bien ou une charge pour les pays. On est ici, en plus, on enrichit les pays. Je crois qu'il faut voir ce côté-là. Et si les médias ils sont neutres et à 100% neutres, je pense qu'il y a peut-être des lignes rouges. Mais si tu es journaliste, il faut que tu aies aussi tes principes et ton honneur du métier et dire ce qu'il faut dire et de le montrer aux gens, à la population. Moi, Migrant Libre, quand je l'ai créé, mon premier but, c'est de faire un peu de lumière de ce que les gens sur les réseaux sociaux, ils ne voient pas sur leur télé. Et j'aime bien que quand quelqu'un partage, parce que le message, il est passé à 100% et je ne fais pas de montage. Toujours, ce que je prends, je le publie comme tel quel. Comme ça, je suis neutre et je ramène l'info comme il est aux citoyens pour dire, voilà, on est là, on vit comme ça. Dans des squads, j'ai filmé, je dis, regardez, les conditions, c'est comme ça un sans-papier, il vit chez vous. Est-ce que vous acceptez qu'un enfant belge vit avec l'eau froide et sa maman, il lui prend des douches chaque jour avec de l'eau froide? Est-ce que vous acceptez cette situation dans votre pays? Est-ce que vous acceptez qu'il n'y a pas de chauffage quand il y a l'hiver? Et vous savez que l'hiver ici, il est très froid. Est-ce que vous acceptez ces conditions-là? Que des gens, ils dorment, des fois, ils n'ont pas de quoi manger, qu'ils ont faim, dans un pays que, des fois, moi, quand je vois les poubelles de Carrefour, de Lidl et tout, ils sont remplis, on jette plein, il y a du gaspillage alimentaire énorme. Est-ce que vous acceptez toutes ces conditions-là dans votre pays? Bah, du coup, pour que ça change, il faut qu'on ait nos droits comme vous. Et moi, j'aime même pas dire comme vous parce qu'on est tous ensemble, on est des êtres humains, on est pareil. Il faut qu'on vit là où on va pareil, pas de différence. Voilà. Merci beaucoup, Rabia. Je voulais vous retourner ma question peut-être avant de vous laisser à chacun la parole pour clôturer ce débat. Je vous ai posé la question tantôt, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être adapter notre stratégie pour pousser la régularisation des sans-papiers à la société dans laquelle on vit, donc c'est-à-dire une société néolibérale pour laquelle l'argent est la valeur première. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement montrer avec les études qui ont été faites à l'ULB, hein, notamment, montrer aux patrons, montrer aux États que la régularisation des sans-papiers n'a pas d'effet négatif sur la population, mais a des effets positifs, que ce soit pour les régulariser ou pour l'État qui régularise ces personnes. Est-ce que vous pensez que s'adapter à la société et leur montrer avec des choses qui ont de la valeur pour eux, hein, Arnaud, si je peux me permettre, je pense que ils sont tout à fait conscients que c'est bénéfique pour l'État de régulariser, mais aujourd'hui, c'est pas une question de bénéfice économique, c'est une question d'idéologie. On est dans une idéologie raciste, xénophobe, qui veut pas voir d'étrangers arriver. Et donc, c'est ça le truc. Et même si ça doit coûter plus cher, parce que ça coûte très cher, hein, Frontex, ça coûte très cher de mettre en place tous ces bateaux, tous ces militaires pour traquer les migrants partout. Ça coûte très cher. Eh ben, on préfère payer que de laisser ces gens-là rentrer. Et donc, c'est pas une question de calcul économique, c'est vraiment, pour moi, un point de vue idéologique d'une Europe qui se referme sur elle-même de plus en plus et qui est de plus en plus xénophobe. Il faut quand même pas oublier qu'il y a de très nombreux partis populistes, nationalistes au gouvernement européen, mais aussi chez nous, évidemment. Hein, la Belgique, la NPA, c'est un gouvernement nationaliste. Donc, je pense que c'est vraiment pas une question de la rationalité économique ne pourra pas à elle seule raisonner ces personnes qui sont aux manettes et qui doivent prendre les décisions. voilà. Merci, cher Rabia et Sidi pour finir sur cette question, parce qu'il est déjà 21h30, je le vois. Ouais, moi je rejoins Cher.
Ouais, je rejoins Charer sur ce qu'il vient de dire parce que j'ai vu aussi que Frontex, il dépensent des milliards et des milliards pour arrêter les migrants, même chez eux, parce qu'ils construisent même au pays d'origine des centres autant d'argent dans l'enfermement et ça cause beaucoup de conséquences dans les pays d'origine comme la Libye. Ça construit l'esclavage encore et encore. On a vu beaucoup de horreurs sur le web, qu'il y a de l'esclavage, il y a plein de choses qui se créent et on paye des milices là-bas, on paye des gens pour enfermer les gens qui viennent dans les frontières pour passer, pour essayer de venir à l'autre côté dans l'Europe. On paye peut-être la Turquie pour enfermer les gens pour ne pas dépasser les frontières. On paye beaucoup, beaucoup d'argent pour enfermer, même ici, ils construisent en Belgique, ils construisent des centres fermés. En plus, ils construisent des centres fermés pour des familles avec leurs enfants, pour l'expulser et les empêcher de vivre dignement. C'est ça que je voulais dire. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire Cher. On dépense beaucoup. Ce n'est pas une question de prouver, de prouver un intérêt économique de ces migrants qui sont sur le territoire, parce qu'ils le savent déjà. Simple exemple que je vais te donner maintenant, j'étais avec des amis qui m'ont parlé à l'époque, je pense que c'était en 1980, une campagne de voyage qu'ils avaient des avions, une campagne aérienne qui a failli faire faillite. Et pour que l'État sauve cette campagne, ils ont régularisé presque tous les sans-papiers à cette époque-là. Et cette campagne, il a fait comme ça, parce que tout le monde, il est parti chercher des tickets dans cette campagne pour aller rentrer voir sa famille. Et je vois qu'il y a des techniques pour sauver des sociétés grâce à des migrants et grâce à des sans-papiers. Voilà, on n'est pas en train de prouver notre efficacité, on est en train de faire un combat de droit et d'humanité, quoi. De prouver qu'on est tous êtres humains, on a tous les mêmes droits, et ils savent de toute façon qu'il y a un profit. Merci beaucoup, Rabia. Sidi, je te propose de terminer sur cette question. Mais moi, je pense qu'il faut inscrire l'histoire de la lutte des sans-papiers dans la longue histoire de la lutte pour l'émancipation, de la lutte pour l'égalité. Je pense que les sans-papiers, avant les sans-papiers, il y a eu le mouvement ouvrier. Je ne rappellerai pas ici les différentes étapes, mais à un moment donné, l'histoire des dominations, l'histoire de l'exploitation a pris pas mal a connu pas mal de rebondissements. Et je pense que les sans-papiers sont les nouveaux visages des prolétaires qu'on a connus, exploités sans droit, etc. Et donc, faire le lien entre la lutte des sans-papiers et l'ensemble de la population, c'est fondamental. Et donc, pour ça, il faut peut-être à un moment donné identifier tous les points qui unissent les précarités. Parce que Rabia, ou je ne sais pas, je crois que Chaher a parlé de Saint-Gilles où il y avait des personnes qui étaient en difficulté de logement. Je pense que dans la population belge, la difficulté de logement concerne pas mal de personnes, pas seulement que les sans-papiers. Et sur ce point-là, il y a moyen de poser la question indépendamment des papiers. Mais on peut essayer d'élargir aussi. Hein. Et donc, moi, je conclurai en appelant à un front le plus large possible parce que aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de pouvoir peser parce que je peux vous dire des échos que j'ai au niveau de l'écoute dans les partis politiques, dans les différents niveaux de pouvoir, l'écoute n'y est pas. On ne doit pas se mentir, l'écoute n'y est pas. Mais maintenant, moi, je crois beaucoup à la construction d'un rapport de force par la base à un moment donné qui peut faire bouger les lignes. Et donc, dès maintenant, et je lance un appel pour que demain, après cette émission, on puisse penser qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il peut faire, comment est-ce qu'on peut converger. Il y a le 20 juin, mais il n'y a pas seulement que le 20 juin. Et donc, après, ici, moi, j'aimerais bien, Arnaud, qu'on puisse, dans un mois, ici, à 4, pouvoir faire le point. Tiens, on en était là, un mois après ou 2 mois après, où est-ce qu'on en est? Parce que ce sera important et c'est seulement à cette condition-là qu'à un moment donné, on peut être fier des combats et des luttes que nous menons. Parce que si
on fait cette émission et qu'après ça, il n'y a rien, il n'y a pas de suite, moi, je resterai sur ma faim. Moi, j'ai envie que cette conférence de débat puisse participer à un ensemble de milliers d'autres choses que chacun et que chaque structure, que chaque collectif peut faire pour faire des liens entre tous ceux qui combattent ensemble. Merci beaucoup, Sidi. Donc, si j'entends bien ce que tu dis, nos spectateurs sont tout à fait d'accord avec toi. Avant même que tu prennes la parole, des gens, mes collègues me transmettaient les commentaires de gens qui disaient la nécessité de faire converger les luttes. Donc, c'est bien ce que tu dis aujourd'hui. Pour finir, on a aussi des commentaires d'autres personnes qui nous disent que qu'ils ont passé un excellent moment. C'était une excellente émission. Donc, déjà, bravo à vous trois, parce que c'est vous qui avez fait l'émission. Moi, je n'ai fait que céder la parole. Je sais que Shaher, et normalement tu dois le faire un peu plus tôt, veut nous toucher un mot sur un festival assez particulier. Vas-y, Shaher. Oui, c'est un peu dans la ligne de ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il est nécessaire qu'on se mobilise le plus largement possible sur ces questions de droit pour tous les citoyens et en particulier pour ceux qui sont directement privés de ces droits, notamment les personnes sans abri, les sans-papiers, enfin, toutes ces personnes qui sont totalement exclues. Et donc évidemment que on a tous intérêt à ce que tout le monde ait des droits, parce que si on accepte qu'on enlève des droits aujourd'hui à une personne, peut-être que demain on acceptera d'enlever des droits à toi, et peut-être à nous tous. Donc c'est vraiment, il faut être vigilant sur ces questions-là. Et donc la mobilisation, elle se passe évidemment samedi le 20, mais pas seulement. Il y a des associations qui aujourd'hui travaillent ensemble, notamment le PAC qui travaille avec Bruxelles Laïque pour dénoncer les centres fermés et l'emprisonnement des personnes sur le simple fait qu'elles n'ont pas les bons papiers. Ça s'appelle le Steenrok, ça a lieu chaque année. Cette année, évidemment, ça n'a pas eu lieu, mais on promet que l'année prochaine, on créera un bel événement autour de cette question de l'enfermement des personnes qui sont privées de liberté sur le simple motif qu'elles n'ont pas les bons papiers, ce qui est un scandale en soi. On n'enferme pas des gens qui n'ont rien fait. Et même déjà enfermer des gens qui ont fait des choses, c'est déjà assez contestable, puisqu'on voit bien que la politique carcérale qu'on met en place ne fonctionne pas en termes de récidive. Mais alors, en plus, enfermer des gens qui n'ont rien fait, c'est vraiment le clou le clou du spectacle. Et donc, effectivement, il y a le Steenrok, mais il y a aussi des collectifs plus petits comme la CRER, qui fait aussi partie de l'organisation de ce festival qui est plutôt un mani-festival. C'est à la fois de la musique, mais aussi de la contestation, des prises de parole, des témoignages, des analyses, des informations qui sont données aux citoyens. Et donc, c'est par tous ces événements, toutes ces mobilisations que on finira bien par obtenir justice pour toutes les personnes qui vivent aujourd'hui dans notre pays. Merci beaucoup, Shaher. Messieurs, je vous propose peut-être de finir avec les mots d'une personne qui nous regarde que je trouvais assez bien pour clôturer l'émission. Ma double peine, être là d'où je viens, être là où je suis. Mon bonheur est de t'avoir. Ensemble, nous réaliserons l'avenir. Et elle finit par nous dire, belle émission, merci. Donc, merci à l'ensemble des personnes qui nous ont regardés ce soir. Je vous remercie d'avoir passé votre temps avec nous et je vous remercie encore, vous trois messieurs, d'avoir participé à cette rencontre. Merci à toi, Arnaud, d'avoir distribué aussi bien la parole et d'animer aussi bien le débat. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et pour finir, peut-être vous dire que jeudi prochain, on n'a pas de… une rencontre débat ne sera pas organisée jeudi prochain, donc on est un peu… donc la semaine prochaine, il n'y aura rien du tout, pardon. Voilà. Merci beaucoup à tous de nous avoir regardés. Un dernier mot, s'il vous plaît. Oui, tu termines alors, Rabia? Ouais, c'est juste parce que j'ai fait une erreur. J'ai dit le 13 mai, mais c'est le 15 mai. Je viens d'envoyer le lien. C'est la JOC qui organisait la sortie contre la violence policière. Et le dernier mot, si vous voulez bien, c'est toujours, je dis justice, égalité et papier pour tous.
parce que je trouve que justice pour tout le monde et liberté pour les gens qui sont dans les centres fermés et que tout le monde, tous et toutes, auront nos papiers. Merci beaucoup, Rabia. Merci, monsieur. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Merci à toi. Au revoir. Salut, merci.